Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse des demi-finales du top 14. Et on commence par celle de vendredi soir, à savoir Stade Toulousain, Stade Rochelais. Alors pour cette première demi-finale, je dirais qu'on a eu le droit à un affrontement entre des Rochelais dominants devant avant qu'ils soient réduits à 14 puis à 13 et un Stade Toulousain plutôt confus. En effet, c'est d'abord La Rochelle et Tolou-Latou qui vont marquer le premier essai du match suite à un maul porté d'école. Tout de suite, on a senti que les avants rochelais étaient pleinement rentrés dans le match et ils dominaient globalement les collisions. La Rochelle a donc rapidement mené au score, mais pourtant Toulouse de son côté n'a jamais paniqué et est toujours resté serein. Ils n'ont jamais renié leur gêne pour marquer, puisqu'en effet, c'est à la suite de 2 ballons joués à la main que Kinghorn et Malia plantent les 2 premiers essais du stade. Mais bon, ces choix n'ont pas été anodins, c'est juste parce que La Rochelle était à 14 suite au carton jaune de Jack Nowell. Et après, c'est parfaitement joué sur le premier essai où Dupont sait que Nowell n'est plus là pour défendre. Donc une combinaison avec les gros pour resserrer la défense et après une longue sautée vers l'ailier écossais et c'est imparable. Et sur le deuxième essai, celui inscrit par Malia, là c'est vraiment typiquement l'ADN de Toulouse. On a d'abord Dupont qui veut jouer rapidement cette pénalité dans les 22 de La Rochelle, qui se fait empêcher par l'arbitre M. Trénini car elle explique quelque chose au capitaine Rochelet. Et pourtant, ça refroidit pas Dupont. Dès que Trénini a fini ses explications, il rejoue rapidement, et au final, quelques actions plus tard, ça donne l'essai de Malia. Et sur ces 2 essais, c'est clairement la prise d'information d'Antoine Dupont qui est primordiale. Bon, l'essai de Kinghorn, j'ai expliqué, mais pour l'essai de Malia, c'est lui qui voit qu'il y a un surnombre à jouer petit côté avec, je crois de mémoire, Ntamak et Chocobares qui arrivent et qui décident donc de sauter vers Malia directement pour l'essai de l'Argentin. Mais bon, malgré cette réaction, le Stade Toulousain demeure indiscipliné. Et dans le jeu, c'est plutôt La Rochelle qui est dominant. Et donc, avec ces 2 paramètres, ça va amener au carton jaune de Jack Willis en fin de première mi-temps, et après à l'essai de Grégory Aldrit suite à une nouvelle fois un maul d'école. Et l'indiscipline des Toulousains a donc permis aussi à La Rochelle de marquer des pénalités par l'intermédiaire d'Anton Astoy. Et à la mi-temps, c'est donc La Rochelle qui tourne devant avec 5 points d'écart, si ma mémoire est bonne. Et puis après, la seconde mi-temps, c'était pas la même histoire, et vous savez pourquoi. Évidemment, je vais parler des 2 cartons rouges subis par Antonio et Wardy. Donc évidemment, je vais passer le fait que c'était 2 rouges évitables, et je vais plus montrer pourquoi ça a été si important dans ce match. Parce qu'en fait, globalement, entre la 40e et la 60e, le Stade Rochelais a enchaîné les mauvaises décisions ou les faits de jeu. Il menait de 5 points à la mi-temps et à la 43e, Winnie Antonio décide d'engager son épaule dans la tête de Flamand, premier tournant du match. Et après, ça va être un enchaînement d'actions qui vont petit à petit sortir La Rochelle complètement du match. On a Toulouse qui remet la main sur le ballon et encore avec une vision de Dupont exceptionnelle, fait une passe à Malia avec une très mauvaise défense de Brice Dulin sur le coup. Sur les 2 essais, il se fait prendre à revers, mais là, encore plus que sur le premier, parce que sur le premier, il y avait un surnombre. Là, en l'occurrence, ils étaient même en sous-nombre, les Toulousains. Et pourtant, Brice Dulin défend sur personne. Donc voilà une deuxième mauvaise action des Rochelais. Ensuite, évidemment, on a Kerbarlow qui a décidé de ne pas prendre le jeu au pièce en compte et donne à ce même Brice Dulin qui se fait contrer par Chocobares. 3e tournant. Mais bon, malgré tout ça, La Rochelle se remotive et réussit à camper dans les 22 Toulousains pendant quelques minutes. D'abord, ce que j'ai pas compris, c'est qu'au début, ils ne voulaient pas prendre les points. Bon, au final, ils les prennent. Ils reviennent à 29-23. Ils les prennent juste parce qu'ils n'ont pas réussi à marquer sur l'action précédente. Donc, petit aveu d'impuissance. Et ensuite, il y a ces fameuses mêlées juste avant le carton rouge de Wardy. Et ce que je comprends pas, c'est que d'abord, ils ont un avantage. Donc, moi, ce que je ferais, sachant qu'ils sont un de moins derrière, c'est que je ferais péter le Joe Danti pour créer un point d'impact et ralentir un peu le jeu, histoire que les gros puissent se replacer. Et pourtant, non, ils ont l'avantage, et ils se débarrassent tout de suite du ballon avec une passe au pied d'Antoine Astoy qui est hyper mal réalisée. Donc, encore une fois, une mauvaise décision. Et par la suite, ils reprennent mêlée parce qu'ils se sentent forts. Ils se font bouffer, et évidemment, il y a ce carton rouge de Wardy suite au chambrage de Marchand. Donc ça fait pas moins de 5 voire 6 actions qui sont discutables et largement remises en cause sur cette période de temps. Alors qu'à l'inverse, les Toulousains, eux, ils se sont jamais trompés. Même en étant à 15 contre 13 ou à 15 contre 14, ils ont toujours pris les points en seconde mi-temps, histoire d'assurer leur avance et d'assurer le match. Et c'est qu'à la fin qu'ils sont joués, on va dire, libérés sur le dernier essai de Lebel avec cette magnifique inspiration d'Ntamak parce que le match était plié. Donc le Stade Toulousain est qualifié, mais pas rassuré parce qu'ils ont été très indisciplinés. On va dire une relative stérilité en attaque puisque il n'y a pas eu énormément d'envolées du côté de Toulouse, ça a été plus des coups de génie à l'image de la vision de Dupont où
de la passe au pied d'Ntamak. En plus, ils ont été plutôt dominés devant quand c'était à 15 contre 15, et je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu les 2 cartons rouges, l'issue du match aurait pu être différente. Enfin bref, Toulouse est qualifié, et a attendu l'Union Bordeaux-Bègles qui a réussi à se défaire du Stade Français. Bon là, c'était pas vraiment le même match, c'était un match avec peu d'envolées offensives et plutôt un match fermé de défense avec beaucoup de jeux au pied. Et donc malgré une première pénalité inscrite par Joris Second, et ben c'est l'UBB qui va quand même mieux commencer ce match avec notamment 2 essais en 20 minutes marqués par Maxime Lamotte. Et juste avant, il y avait eu une pénalité de Maxime Lucu pour revenir à 3-3. Bon, les 2 essais, c'est des copier-coller. C'est juste que les savants bordelais ont fait un taf monstrueux avec 2 ballons portés d'école où le Stade Français n'a rien pu faire. Et si on m'avait dit que l'UBB allait prendre le Stade Français devant, j'y aurais pas cru. Mais bon, après, si on regarde le match dans sa globalité, est-ce qu'ils les ont vraiment dominés devant? Eh ben, c'est pas si sûr. Parce que oui, certes, pendant les 30 premières minutes, il n'y avait rien à dire, c'était vraiment l'UBB qui dominait les débats. Mais après, le Stade Français a commencé à se réveiller et a commencé à faire dérégler la conquête bordelaise. On a eu pas moins de 5 touches contrées, avec notamment Macalou et Gabriel en tête de liste, et des mêlées qui étaient clairement du côté de Paris. Et dans tout ça, on sent que l'absence d'un Tamaifuna du côté de Bordeaux a pesé. Parce que Sadi, je trouve, n'a pas fait le poids. Et même Kolashvili, quand il est rentré, il n'y a pas trop eu d'impact. Et malheureusement pour lui, on sait que il ne jouera pas la finale. En revanche, pour ce qui était du jeu courant, là c'était plutôt kiff-kiff. Il n'y avait aucun des 2 packs qui n'avançait réellement, puisqu'il y avait 2 excellentes défenses. Mais bon, le Stade Français globalement retrouvé de l'allant. Et donc c'est avec tout ça que Romain Briat peut inscrire un essai synonyme de révolte juste avant la mi-temps. Et l'équipe parisienne va continuer de pousser un maximum avec toujours cette même stratégie qui était de faire des quilles ou en tout cas du jeu au pied, voire même du haut pied d'occupation, et de mettre une énorme pression à la retombée. Et ça a plutôt bien marché. On a vu que Romain Buros n'était pas dans un très grand jour, Biel Biarré non plus, en tout cas pour ce qui est des ballons aériens. Et donc ils ont continué jusqu'à avoir une mêlée dans les 5 mètres de Bordeaux, juste avant la sirène. Mais la défense de Bordeaux a été héroïque, et au final, Jérémy Ward fait en avant, les 2 équipes se séparent à 15-10 pour Bordeaux. Et en seconde mi-temps, il n'y aura pas beaucoup de spectacle non plus. Le Stade Français va continuer sa stratégie d'arroser le fond de terrain de Bordeaux, quand l'UBB va se contenter de tenir la baraque. Mais malgré tout, ils vont retrouver un petit peu leur gêne avec cette action sur l'essai de Pierre Beauchaton, qui part d'une récupération dans les 22 mètres de Bordeaux et qui au final finit en essai. Et j'aimerais rajouter que le drop manqué de Joris Second, qui a fait poteau, du coup une importance primordiale, parce qu'au final, quand on regarde le score, 22 à 20, et avec un drop en plus, ça aurait fait 23-22, donc évidemment que ça a compté. Puis après, en fin de match, sur les 20 dernières minutes, c'était clairement une domination parisienne. D'abord, autour de la 60e minute, un essai de Pérez Blanc qui redonne de l'espoir à Paris, qui était mené alors 22 à 10, puis 22 à 15. Mais avant le dernier essai du coup de ce même Pérez Blanc, j'aimerais noter qu'il y a eu pour moi une action qui aurait pu être un tournant dans ce match, s'il y avait eu des prolongations. C'est une action où Bordeaux a le ballon dans les 22 mètres, on est autour de la 77e minute, donc 3 minutes à jouer. Le ballon est dans les 22 mètres parisiens, possession bordelaise. Et là, il y a un petit cafouillage, et Yann Lesgourg, au lieu de jouer rapidement, tarde un peu, et se fait bousculer, et le ballon est récupéré par les Parisiens. Au final, dégagement, et quelques rucks plus tard, Maxime Lucu tente un 50-22 qui échoue malheureusement direct en touche à quelques centimètres près. Et cette action-là, elle a coûté très cher au final à l'UBB, parce que c'est grâce à ça que le Stade Français a pu réinvestir le camp de Bordeaux, et donc au final, à la 85e minute, marqué l'essai de Lucas Pérez Blanc. Cependant, heureusement pour les Bordelais, et malheureusement pour Joris Second et le Stade Français, la dernière transformation est manquée, avec un nouveau poteau, du coup, le deuxième de la soirée pour le Parisien, et c'est l'UBB qui se qualifie en finale. Mais bon, avant ça, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que pour vous, sur le carton jaune de Cazaux, l'arbitre aurait dû aller entre les poteaux? Parce que c'est un maul écroulé juste avant la ligne dans le but de l'UBB, et donc au final, quand tu mets un carton jaune, généralement, tu mets un essai de pénalité avec. Et vu que la dernière transformation a été manquée, on peut se poser la question. Enfin bref, je vous laisse répondre en commentaire. Bon, maintenant on passe au top et au flop. Pour en top, je vais d'abord parler d'Antoine Dupont. Pour tout ce que j'ai dit, sa vision offensive a été excellente, avec notamment 3 passes décisives. Et puis même, ses choix du capitaine ont été très intéressants et payants en fait, avec les choix de jouer vite, mais aussi de prendre les points en seconde mi-temps quand c'était un peu plus le bordel. Il y a aussi Juan Cruz Malia qui a fait un énorme match avec un doublé. Puis même globalement, il a été incisif sur chaque prise de balle. J'ai notamment en tête 2 actions. L'essai refusé de Movaca où il y a une longue sautée de Kinghorn et
Malia arrive tranchant, et aussi une action plus tard où il résiste à un plaquage de Seteni, mais malheureusement il met un pied en touche. En troisième top, je parlais du talonneur bordelais Maxime Lamotte qui a parfaitement guidé ses gros en début de match avec ce doublé et ses 2 ballons portés, et j'ai trouvé qu'il avait été important en conquête, et quand il est sorti, ça s'est vu. En flop maintenant, je suis obligé de les mettre Antonio et Wardy pour leur carton rouge, mais je vais aussi mettre Brice Dulin, parce qu'en effet il a pas fait un bon match du tout. Il y a eu 2 défenses catastrophiques sur les essais de Malia, comme je vous ai parlé un peu plus tôt, et puis il y a évidemment ce contre avec l'essai de Chocobares. Et enfin, le dernier flop, c'est Rory Cocotte, qui a été insupportable tout au long du match à son habitude, et qui en fait a été très mauvais dans la gestion. Il n'a pas eu un jeu au pied bon, en tout cas moyen, et il n'a pas du tout été en maîtrise puisqu'il a été pénalisé quelques fois. Bon, maintenant je vais faire mon prono pour la finale. Le cœur dit l'UBB, la raison dit Toulouse. Tout simplement parce que Toulouse semble injouable. Même en faisant un match de merde, au final ils en collent plus de 16 points d'écart à La Rochelle. Donc la logique voudrait que ce soit les Toulousains qui soient à nouveau champions de France. Mais bon, étant supporter de l'UBB, je vais supporter mon équipe. Bref, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, un peu tard dans la semaine parce que je serai en vacances, pour l'analyse de la finale du top 14. J'espère qu'elle va être exceptionnelle. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Bourrichon, ciao ciao.